Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel de mon mois de février. Je t'avoue que ça sera sûrement la dernière vidéo de ce mois-ci et peut-être même pendant plusieurs mois parce que là les choses commencent vraiment quand même à se concrétiser pour mon mémoire et j'ai de moins en moins de temps vu que mon rendu de mémoire va commencer, enfin la date du rendu de mon mémoire commence à quand même pas mal approcher. J'ai de moins en moins de temps pour faire des vidéos, donc je pense que dans les prochains mois il y aura très peu de choses. Peut-être un master vlog qui popera à un moment dans cet intervalle entre mars et mai, juin même, mais je t'avoue que là je suis un peu en galère mémoire et je suis très occupée par ça. Donc malheureusement je pense que au niveau des vidéos ça va être très limité. Après je vais continuer à faire des expos et à les mettre très sûrement dans mes stories Instagram, donc si ça t'intéresse tu peux aller regarder là-bas, si tu t'en fous peu importe. C'est plus si t'es intéressé par les expos ou si tu cherches des expos à faire, voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des vidéos là ça va être un rythme plus calme et je vais largement beaucoup moins poster. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse avant. Je pense que je vais commencer par te parler d'expos, puis après comme d'habitude je te parlerai séries, films, etc. Mais du coup au mois de février, enfin fin janvier en fait, peut-être le dernier jour de janvier, j'ai fait une expo à Pompidou, mais je le mets quand même dans février, on s'en fiche, c'est pas grave. Donc au centre Pompidou, je suis allée voir Boltanski, évidemment il y a toujours mes fiches sur le côté. Alors Boltanski, si tu connais pas, c'est quand même un artiste hyper important sur la scène contemporaine française, même internationale. Enfin, je sais pas trop sa portée à l'international, je t'avoue que je suis pas une spécialiste de Boltanski, je connais le nom parce qu'il est quand même très important dans l'art contemporain en France. Bon voilà, enfin il commence un peu à se faire vieux, mais c'est un artiste qui est important en France. Et le centre Pompidou a décidé de faire une rétrospective sur son travail. Donc les thèmes principaux chez lui, ça va être le travail de mémoire, l'éphémère, la mort. Donc c'est pas forcément une expo très rigolote, mais c'est une expo qui est vraiment bien faite, que ça soit au niveau de la scénographie, des œuvres qui sont présentées, tu vois, elles sont toutes d'une chronologie différente, mais t'as l'impression vraiment qu'elles forment en fait un tout homogène. Je te mettrai quelques photos des installations et des œuvres, etc. Mais c'est une exposition du coup qui va être surtout centrée sur ces thèmes-là et sur ces réflexions autour de ça, sur les rites sociaux par exemple qu'on a autour de la mort, l'oubli de personnes décédées au fur et à mesure que le temps passe, etc. Je suis toujours malade dans ma vie, du coup ma voix est en train de partir sans moi. C'est une expo qui je pense est quand même assez accessible. J'y suis allée avec une pote de promo, Marie, si tu passes par là, parce que je sais que de temps en temps tu regardes mes vidéos, qui elle est pas forcément fan, elle connaît pas forcément l'art très contemporain, elle a quand même pu voilà, comprendre, etc. ce qui se passait, avoir une réflexion du coup autour de ces thèmes, etc. Donc ça pose pas forcément de problème, faut être... C'est vrai que pendant l'exposition tu peux te sentir quand même un petit peu angoissée, c'est pas forcément des thèmes très rigolos, tu peux voilà, te remettre en question, ou ça peut te faire penser à certaines choses qui sont pas forcément très drôles, mais c'est quand même une bonne exposition et qui te force en fait à réfléchir à des sujets auxquels t'as pas forcément envie de réfléchir ou que tu évites de réfléchir dessus. Donc c'est quand même assez intéressant. Je t'avoue que cette expo et l'expo que je te présente après, je travaille dessus pour un cours de compte rendu d'expo. Donc j'étais quand même très contente parce que c'est une expo que du coup j'ai pas mal appréciée et qui est vraiment pas mal à faire. Elle est assez grande, ça vaut c'est 7 € je crois l'entrée à Pompidou en moins 25 ans. Donc ça vaut quand même tes 7 €. Donc ça je te conseille vraiment, c'est ouvert jusqu'au 16 mars. Je t'avoue que je fais ça un petit peu tard comme d'habitude.
Et ensuite la deuxième expo que j'ai peut-être préférée à celle de Boltanski, mais elles sont pas vraiment comparables parce que c'est pas les mêmes médiums, enfin s'il y a des médiums en commun, mais bref c'est un peu compliqué, mais c'est pas les mêmes thèmes, c'est pas la même démarche, c'est pas du tout la même chose. Donc à la Fondation Cartier, tu as la lutte Yanomami et en fait le travail de Claudia Andujar. Donc ça c'est jusqu'au 10 mai, donc tu auras plus de temps. C'est une expo que j'ai préférée parce qu'elle avait un aspect un peu plus militant et du coup ça m'a impacté peut-être un petit peu plus fortement que Boltanski. Mais voilà, c'est pas des expos qui sont comparables comme je te l'ai dit. Donc Claudia Andujar, c'est une photographe brésilienne qui dans les années 70 va consacrer son travail de photographie à un peuple qui s'appelle les Yanomami, qui sont en fait un peuple amérindien qui se trouve au Brésil, et elle va vraiment consacrer tout son travail, enfin quand même une bonne partie de son travail depuis les années 70 jusqu'à nos jours, à ce peuple. Pourquoi la lutte Yanomami? Parce que c'est, comme tu t'en doutes, peuple amérindien. Tu sais que le Brésil n'est pas dirigé par les Yanomami, donc tu te doutes que c'est un peuple voilà, qui a connu la colonisation et qui connaît encore aujourd'hui de gros soucis avec le gouvernement brésilien. Et du coup, cette expo c'est à la fois une rétrospective du travail de Claudia Andujar, mais c'est aussi un message politique par rapport au gouvernement brésilien, qui empiète encore et encore, parce que c'est pas une grande nouvelle, tu vois, ça fait quand même depuis un moment qu'ils empiètent sur le territoire des Yanomami pour faire de l'exploitation agricole, de l'exploitation minière, parce qu'il y a de l'or sur ce territoire. Donc voilà, c'est des choses qui avaient été régulées il y a quelques années, sauf que aujourd'hui, tu as un retour des extracteurs d'or clandestins, qui remettent encore en péril ce peuple qui est déjà quand même bien en danger, parce qu'avec voilà, l'arrivée notamment de la colonisation sur leur territoire, t'as des maladies qui étaient extérieures à leur environnement qui sont arrivées et qui du coup les décimer, hein. T'as aussi du coup une réduction de leur territoire qui est quand même essentielle vu qu'ils vivent sur ce territoire et que leur nourriture est sur ce territoire. Ils peuvent plus se déplacer comme avant, ils peuvent plus laisser les ressources qu'ils utilisaient se reconstruire, etc. et eux aller sur un autre territoire pendant ce temps. Ils peuvent pas faire ça et du coup ça les a quand même pas mal réduits à la mendicité, à travailler sur des chantiers sur des chantiers brésiliens, ce genre de choses, et ils ne vivent plus comme ce qu'ils pouvaient le faire avant, enfin du moins ils ont des difficultés à vivre comme avant, c'est-à-dire dans leur environnement tranquillement dans la forêt et à subvenir à leurs besoins. Donc c'est une expo qui est quand même assez importante et qui va te montrer des photographies de ce peuple. Le premier étage il est plutôt consacré à des photographies anthropologiques, c'est-à-dire tu vas aller voir en fait, tu vas voir comment fonctionne la société Yanomami, comment ils fonctionnent dans leur environnement, quelles sont leur culture, leurs rites, ce genre de choses. Donc c'est assez intéressant, en plus c'est un point de vue, si tu veux, dans les clichés anthropologiques, on a beaucoup de visions qui sont très voyeuristes, qui vraiment rentrent dans l'intimité mais de façon un peu malsaine. Mais là c'est fait vraiment de telle sorte à ce que tu as l'impression que la photographe fait partie de ce peuple et qu'elle est totalement intégrée dans ses familles en fait. Donc c'est assez intéressant et c'est plus agréable du coup de voir ces photographies parce que t'as pas l'impression qu'elle est intrusive dans cette population, donc c'est plutôt bien. Et après l'étage du dessous, ça va être cette fois beaucoup plus militant et t'as un contraste du coup qui va un petit peu te percuter parce que à l'étage tu vois ce peuple qui semble être libre de ses mouvements, qui semble avoir un territoire quand même assez grand pour vivre, etc. T'as l'impression que c'est une petite bulle à part dans le monde et en fait tu descends
à l'étage du dessous, et là tu te rends compte que il y a des petits soucis et que t'as certains... Oh là là, mais ma voix, elle va pas revenir. Je suis désolée pour ma voix, hein, mais elle part au fur et à mesure que je parle. Mais du coup, je disais que t'as certains clichés où tu vas avoir même une déshumanisation de l'individu. En fait, enfin... C'est pas son but à elle, mais son but c'est de choquer et de montrer à quel point on en est arrivé à là, quoi. C'est-à-dire qu'avec l'introduction de maladies dans leur territoire, et on a été obligé de les vacciner, et en fait c'est une mission catholique qui va s'en charger. Et pour différencier ceux qui ont été vaccinés et ceux qui ne le sont pas, ou ceux qui sont porteurs de maladies, qui vont potentiellement mourir, ou ce genre de choses, et ces personnes vaccinées, on va leur mettre une pancarte autour du cou et ils vont être réduits à un numéro. Donc ça en plus, dans la vie de Claudia Andujar, ça va lui faire beaucoup penser évidemment à l'étoile juive pendant la Seconde Guerre mondiale, au camp d'extermination, ce genre de choses, ça va lui faire penser à ça. Et du coup c'est pour ça qu'elle va photographier ce moment-là et nous les montrer. Donc voilà, parce que oui, je te l'ai pas dit, mais du coup le père de Claudia Andujar est hongrois et juif, et du coup voilà, c'est quand même une histoire qui l'a fortement touchée, ce qui est parfaitement normal que ça l'ait touché à ce point. Et du coup de voir ça, même nous dans notre imaginaire, quand tu vois ça, enfin moi en tout cas j'ai pensé directement à la Seconde Guerre mondiale, donc voilà, donc là... ce peuple qui était vraiment totalement libre à l'étage du dessus, là il se retrouve vraiment réduit soit à la figure de l'ouvrier, à cette pancarte, à la mendicité, et du coup ça te prend quand même au cœur et tu dis ah oui ok. Bon le gouvernement brésilien ils font quoi en ce moment? Donc voilà, et puis t'as eu, ce qui quand même m'a le plus choqué et ce qui m'a aussi le plus énervé et qui a le plus énervé les spectateurs, les visiteurs qui s'arrêtaient devant cette vidéo, c'est en fait des personnes du gouvernement qui parlent de la situation des Yanomami et qui disent des choses mais qui sont totalement révoltantes, et t'as juste envie de leur dire non mais les gars, si toi on t'envahit ton territoire, est-ce que tu parlerais comme ça? Bref, un passage un petit peu énervant. C'est une exposition très intéressante. On connaît pas forcément trop Claudia Andujar en France, et on connaît pas du tout les Yanomami, enfin moi je connaissais absolument pas en tout cas. Et du coup c'est une exposition qui est vraiment très 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 intéressante, avec du coup un travail le travail artistique entre guillemets, même si les photos du dessous sont tout aussi artistiques, où on va plus mettre l'accent sur Claudia Andujar, la photographe, qui photographie des Yanomami, et l'étage du dessous sur vraiment l'histoire des Yanomami et qu'est-ce qui se passe en ce moment chez eux. Notamment avec, si tu y vas à l'étage du dessous, t'as toute une frise chronologique où on t'explique, là il y a l'arrivée des colons, là il s'est passé ça, là on a réussi à faire voter telle loi, etc. etc. Donc c'est une expo vraiment intéressante et importante, donc je te conseille, je sais plus si je te l'ai dit, mais c'est la Fondation Cartier. Il me semble que c'est 7 € l'entrée aussi, je ne sais plus, tu regarderas sur le site, il me semble que c'est 7 €. Alors attends, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, 7 € en ticket réduit, donc moins de 25 ans. Voilà, donc ça... c'était pour les expos. Ensuite pour les lieux culturels, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant les vacances du coup j'étais à Lanzarote et je suis allée voir la fondation César Manrique qui est son avant-dernière maison. Je vais pas forcément t'en parler en long et en large parce que j'en ai déjà parlé un petit peu dans mon vlog, donc je te les mettrai dans le petit si ça t'intéresse. Mais César Manrique c'est un artiste de Lanzarote qui est très très important pour cette île, puisqu'il va quand même permettre de préserver le paysage de l'île et de faire venir aussi pas mal de touristes, qui est quand même une source de trafic et d'économie important pour l'île qui vit à 80% du tourisme en fait. Donc moi par contre
sa maison, j'ai adoré, elle est magnifique, années 70, des sièges orange, enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'architecture, etc. Je te mettrai des photos, tout ça. J'ai visité notamment d'autres lieux qu'il a pu construire sur l'île, donc c'était vraiment très intéressant de découvrir un artiste qui, je ne connaissais pas. Je t'avoue que j'ai pas une culture de ouf sur la culture hispanique, latine, ce genre de choses, je ne connais pas du tout même. Donc c'était assez intéressant, voilà, de découvrir ce genre d'artiste. Et ensuite, avec une pote, on est allé au Louvre parce qu'elle voulait voir de la peinture anglaise. Il n'y en a pas des masses au Louvre, hein, parce que notamment tu vas pas trouver du Turner parce que il a légué en fait ses œuvres à la nation britannique, donc tu te doutes que c'est compliqué d'en avoir du coup en France, mais il y a une exposition qui arrive je crois au milieu de ce mois-ci de Turner pour montrer ses aquarelles notamment, donc si la peinture anglaise t'intéresse, je te conseillerais d'aller voir cette expo. Il y a un petit peu de Constable, enfin il y a d'autres artistes anglais, je t'avoue qu'on les a pas trouvés parce qu'il me semble, enfin en ce moment au Louvre il y a des travaux, en plus comme il y a cette fameuse exposition qui arrive, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient prêté certaines de leurs œuvres. Donc voilà, mais ce que je voulais te dire, c'est du coup, les Nocturnes du Louvre, il y en a le mercredi par exemple, et je ne sais plus quel jour. Mais ce qui est intéressant, c'est de découvrir les œuvres dans une autre atmosphère, notamment pour la sculpture, c'est assez intéressant. Puisque tu as d'autres effets de lumière, etc. Que le jour, logique. Et puis ce qui est aussi sympa, c'est de faire les appartements Napoléon III la nuit, puisque en fait tu as les lustres qui sont allumés et qui donnent vraiment une ambiance d'époque, si on veut, à ces appartements. Donc je te conseille vraiment, surtout notamment, j'en avais parlé dans mon calendrier de l'Avent, mais du coup j'ai pu découvrir cette salle la nuit et c'est vraiment très très beau à voir. Donc je te conseillerais quand même peut-être, si tu as déjà fait le Louvre de jour mais que tu l'as pas fait de nuit, de le faire et de voir peut-être un peu plus les appartements Napoléon III, les sculptures dans les différentes cours. Après je t'avoue, dans les salles des peintures, bon il y a la lumière à fond et tout, donc le changement d'ambiance ne sera peut-être pas aussi fort, mais voilà, je te conseillerais d'aller voir ça. Du coup, ensuite, je vais passer aux séries. Donc, en ce moment, je regarde Deadly Woman, qui est du coup, au bout d'un moment, avec tous les bilans culturels que j'ai fait, tu as compris que j'aimais bien les documentaires sur les crimes, le milieu carcéral, ce genre de choses. Et du coup, Deadly Woman, ça va se concentrer sur l'histoire de femmes tueuses, ce qui est assez intéressant. Bon, c'est un programme qui fait genre très américain, mais ce qui est assez intéressant, c'est que donc c'est des femmes qui ont commis des crimes, et c'est pas forcément à notre époque ou dans les années 90, 70, il y a aussi des meurtres beaucoup plus antérieures au 19e siècle, etc. Donc ça c'est assez intéressant, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Si t'aimes bien ce genre de choses, tu peux regarder, mais voilà. Et ensuite, j'ai regardé le manga Psychopath, bon, Psychopath, voilà, avec l'accent bien français, qui est un manga assez intéressant. Je pense que c'est plutôt un seinen, donc à destination d'un public de jeune adulte qui va aborder des sujets un peu plus profonds autour de la société, plein de trucs comme ça. Donc qu'est-ce que c'est que ce manga? J'essaye de te le résumer sans trop te le spoiler. Moi en tout cas je te conseille vraiment de le regarder parce que il est vraiment trop bien, et en plus la saison 2 vient d'arriver sur Netflix il me semble. Je ne l'ai pas encore commencé, donc je vais surtout te parler de la saison 1. Mais en gros c'est donc une société futuristique au Japon, où en fait on va dire il y a une entité qui régit toute la société et qui va décider du coup des lois, des règles, etc. Et en fait tout le monde vit via des
des droïdes, des robots, ce genre de choses qui construisent ton monde. C'est-à-dire par exemple mon appartement là, bah, si je veux, je peux changer de décoration comme je veux, etc. Et voilà, je dis à mon robot de changer la déco, il change tout, toute la disposition de mon appart et tout ce qu'il y a dedans. Le robot peut me cuisiner, peut me faire à manger, enfin voilà, c'est un monde quand même très virtuel qui s'ancre dans un monde réel, bref. Et ce qui est un peu plus important et problématique, c'est que t'as des robots policiers et un espèce de... C'est compliqué à résumer, en plus j'ai l'impression d'être vraiment pas claire, mais ce qui est un peu plus problématique, c'est que chaque citoyen a une jauge de criminalité et si tu la dépasses, tu es neutralisé et tu vas notamment... tu peux aller dans des cures pour te décriminaliser, même si t'as rien fait en fait, juste parfois par naissance, le logiciel va détecter que tu es un criminel potentiel, même si t'as encore rien fait. Et du coup, tu vas être neutralisé, donc soit pour aller dans une thérapie en fonction de ton score, soit bah, tu es tué, soit tu ne peux rien faire, etc. Et on va suivre l'histoire d'une toute jeune policière qui vient d'intégrer du coup le service de la criminologie et qui va du coup un petit peu découvrir l'envers du décor et qui va du coup avec notamment un de ses collègues, va remettre un petit peu en question bah, tout ce fonctionnement de la société. Est-ce que cette personne est vraiment un criminel ? Enfin, est-ce que c'est justifiable alors qu'il n'a encore rien fait ? Est-ce que cette personne va vraiment tuer cette personne ? Enfin, voilà, c'est toute une... Ils vont remettre tout en cause... Ils vont remettre en fait en cause cette entité qui régit cette société. Et en fait, au fur et à mesure du manga, on va en apprendre plus, on va voir un peu plus l'envers du décor, ce qui se cache derrière tout ça. Donc c'est un manga où en fait au début tu commences vraiment avec plein de petits mystères, où tu comprends pas trop, t'es un peu comme bah, du coup cette policière qui vient d'arriver, tu comprends pas trop ce qui se passe, le pourquoi du comment, tu te poses plein de questions et au fur et à mesure du manga, il y a des choses qui te sont révélées mais jamais totalement et c'est vraiment très intéressant parce que du coup t'as toujours envie d'en savoir plus, t'as toujours envie de savoir ce qui va se passer, etc. Donc c'est pas forcément un manga hyper rigolo, il y a des moments un peu plus humoristiques mais c'est quand même un univers sombre, mais moi j'ai beaucoup accroché. Donc je te le conseille vraiment, même si j'ai fait un résumé un peu pourri, je te le conseille vraiment. Ensuite... Ça fait quelques mois maintenant que je regarde ce qui se passe sur Twitch. Au début, j'ai pas voulu t'en parler tout simplement parce que je voulais un petit peu déjà mieux comprendre la plateforme, mieux comprendre ce qu'il y avait dessus, mieux voir ce qui pourrait m'intéresser, etc. Donc j'ai connu Twitch via l'émission Popcorn, qui est un peu une émission journal, j'appelle ça. Donc c'est tous les mardis et en gros t'as différents chroniqueurs qui sont pour la plupart des streamers sur Twitch, mais il y a d'autres intervenants extérieurs qui vont parler de sujets d'actualité, faire un petit peu l'actualité de la plateforme Twitch, qu'est-ce qui s'est passé sur Twitch dans la semaine, parler de divers sujets mais qui n'ont rien à voir, et puis certains chroniqueurs, si on veut, intervenants, vont pouvoir aussi faire des chroniques sur des sujets qui les intéressent, donc ça peut tourner autour de la technologie, du jeu vidéo, de voyage, de ce qui se passe en Corée, au Japon, enfin plein de sujets divers et variés. C'est quand même les sujets principaux qui reviennent quand même beaucoup, c'est quand même technologie, jeux vidéo, parce que Twitch c'est quand même une plateforme qui met extrêmement en avant et qui est quand même composée peut-être à 90%, si ce n'est 100%, de streamers individuels qui se streament pendant qu'ils font des jeux vidéo, enfin pendant qu'ils jouent à des jeux ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que dans les émissions plus générales, t'as ces sujets qui reviennent souvent. Mais je pense que même si t'es pas trop à l'aise avec le monde, enfin avec les news en technologie et dans le jeu vidéo, il y a des émissions qui sont quand même
enfin que tu peux quand même regarder sans trop avoir de base là-dessus, donc notamment Popcorn. Voilà, c'est des émissions plus générales où là tu regardes un petit peu un JT et puis voilà. Donc ça c'est peut-être un peu mieux si tu t'y connais absolument pas en technologie et jeux vidéo. Moi je t'avoue que j'ai un passif. Au collège et lycée je jouais pas mal sur PC, mais avec la fac j'ai totalement délaissé le jeu vidéo. J'ai carrément arrêté de jouer, notamment parce que je suis avec mon PC portable qui n'est évidemment pas assez puissant pour avoir les jeux sur lesquels je jouais à l'époque. Bref, ça c'est mon passé d'ado. Mais du coup c'est vrai qu'en ce moment là je vais m'y remettre et je m'y remets en fait carrément peu à peu. Là c'est dramatique, j'ai un mémoire à écrire et je me remets aux jeux vidéo, c'est vraiment pas une bonne idée, ne fais pas comme moi. Mais c'est vrai que du coup j'avais délaissé un petit peu ce monde pendant plusieurs années et que là ça m'arrive parfois d'être un petit peu perdue. Je suis en mode oula c'est quoi ça? Ah d'accord, ok c'est sorti, d'accord, ok je ne connaissais pas. C'est vrai que moi après il y a des termes un peu informatiques ou informatique technologique, je suis pas forcément, mais c'est pas non plus problématique. Dans Popcorn tu vas pas retrouver trop ça, genre vraiment ça reste vraiment très accessible. Mais c'est plus dans l'autre que je regarde, c'est le récap sur la chaîne Le Stream. Oui, Popcorn c'est sur la chaîne de Domingo, j'ai oublié de préciser. Mais du coup, pour le récap, c'est vrai que parfois il va y avoir des chroniques qui sont vraiment dédiées 100% aux jeux vidéo, à la technologie. Et là, c'est un peu plus hardcore si tu connais rien, mais ça reste quand même accessible. Si c'est du sujet qui te donne envie de t'y intéresser, ça peut être très intéressant. Tu vas avoir voilà, divers sujets aussi, un peu comme dans Popcorn. Voilà, ça peut parler d'histoire, de voyage, voilà, mais ça fait aussi l'actualité des réseaux sociaux. Et puis voilà, les équipes sont quand même assez cool, il y a toujours une très bonne ambiance, de bonnes blagues, et voilà. Donc si t'as envie de voir un JT un petit peu quand même où tu peux rire, te détendre, écouter divers sujets variés, écouter des sujets variés qui n'ont pas forcément de lien entre eux, mais qui peuvent t'intéresser, c'est assez sympa à regarder. Donc voilà, donc si tu ne connais pas Twitch, je t'invite à découvrir. Après, effectivement, il y a des streamers individuels que je regarde. En ce moment, je regarde pas mal Ponce. Il fait du coup évidemment du stream sur jeux vidéo. Donc ça lui arrive d'intervenir dans d'autres émissions, notamment il fait partie de la team du Recap Weekend, donc voilà. Et il a aussi lancé une émission qui s'appelle Ponce la nuit, où en gros il passe la soirée / nuit avec un invité choisi, où ils vont manger, discuter voilà, de divers sujets, vraiment comme si t'étais à table entre potes quoi. Et puis après voilà, ils se baladent dans la ville où ils sont, etc. Et ils discutent de plein de sujets. Le dernier c'était avec Antoine Daniel, donc voilà, donc je t'invite à voir ça si ça t'intéresse. Voilà, ensuite on va parler de bouquins. Donc en février j'ai lu, il me reste encore quelques petits articles à lire de ce bouquin, mais j'ai lu le livre illustré européen au tournant du 19e et 20e siècle, qui est un livre qui va regrouper, parce que en fait ça vient d'un colloque il me semble. Est-ce que ça vient d'un colloque? Je crois que ça vient d'un colloque. Ouais, en fait c'est la matérialisation d'un colloque qu'il y a eu, et donc ça va aborder plein de sujets tout simplement autour du livre 19e, 20e. Donc tu vas avoir par exemple l'art du livre autour de 1900, l'art du livre fin de siècle, une lecture de Hugo par Félicien Champsor, je ne sais pas comment ça se prononce, l'influence du Japon sur les livres d'Émile Verhaeren illustré par Fernand Knopf, le livret et la lettre, Die Nibelung, illustré par Joseph Staller, enfin, tu vois, il y a les illustrations de Munch pour les fleurs du mal. Donc voilà, c'est plein d'articles sur divers sujets. Donc c'est des articles qui sont quand même assez précis, enfin, sur un sujet précis. Moi, ça a pu m'aider pour mon mémoire. Si c'est des choses qui t'intéressent ou que
certains articles peuvent t'intéresser, bon, je te conseille de le lire. Après, c'est vrai que si t'es pas trop dans l'histoire de l'art, dans le milieu bibliophile ou ce genre de choses, bon, ça va pas forcément t'intéresser, mais voilà, c'est ce que j'ai lu. Et j'ai lu La véritable histoire de la Belle Époque, donc en fait c'est Dominique Khalifa qui va faire une sorte d'historiographie du terme de Belle Époque et qui va essayer de déterminer quand est-ce qu'elle commence véritablement, quand est-ce que ça finit véritablement. C'est plutôt le commencement qui est un peu plus problématique. Ça finit en 1914, mais c'est vrai qu'on a du mal à déterminer un début pour cette période. Donc évidemment c'est pile dans ma période pour mon mémoire, donc c'est un livre que je devais lire pour aussi me dire est-ce que je peux qualifier ça de Belle Époque, est-ce que je peux en parler, voilà, etc. Et donc il va revenir sur ce terme, sur comment on l'utilise aujourd'hui, comment on l'utilise dans les années 80, enfin voilà, donc c'est vraiment assez intéressant. Si tu as pas envie de lire le livre, il a fait, il y a une vidéo que tu peux retrouver sur France Culture qui résume, on va dire, mais qui dit quand même l'essentiel de ce qu'il y a dans son livre. Donc si tu es en histoire par exemple, ça peut peut-être t'intéresser. Et ensuite, j'ai lu L'art du 19e siècle, dirigé par Bertrand Tillier. Donc là, c'est plein d'articles autour de l'art du 19e siècle. Donc voilà, si pareil, t'es en histoire de l'art et t'as un exposé à faire, il y a peut-être des articles qui peuvent t'intéresser. Moi, ça m'a à peu près aidé, mais pas trop non plus pour mon mémoire, parce que ça reste quand même... C'est mi-précis, mais général, on va dire. Mais si t'as un sujet précis et qu'il est dans ce livre, ça peut vraiment t'aider. Moi, je t'avoue que c'est via certains points dans les articles où je me suis dit « Ah, je peux peut-être le rattacher avec mon mémoire et tout. » Mais voilà. Après, si t'es pas... Si t'es un peu junior, débutant dans l'histoire de l'art, tu peux quand même le lire, ça reste vraiment accessible. Enfin, je crois que ça reste accessible, j'espère en tout cas. Mais voilà, donc je te conseille ça. Et il me semble que c'est tout pour ce mois-ci. J'ai mis à jour mes musiques que j'écoute là en ce moment. J'ai enfin tout mis à jour, c'est tout propre. Il y a tous les sons que j'écoute depuis plusieurs mois. Du coup voilà, je te retrouve, je ne sais pas quand, mais on va se retrouver à un moment. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, je te dis à une prochaine vidéo. Salut!